Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Ce vendredi 22 mai, nous vous proposons de faire le point sur ce qui a rythmé nos JT. Voici le sommaire de l'essentiel de la semaine. Avec l'agglo, plus belle la vie. Aujourd'hui sur Mosaïque, dans l'essentiel de l'info, nous reviendrons sur la grève contre la réforme du collège. Certains établissements ont enregistré localement 50% d'absents. La fin de l'analogique sur le réseau câblé de l'agglo, c'est pour bientôt. Nous écouterons l'intervention de Frédéric Schwartz, le gérant de la boutique Numéricable. Du côté de Sarralbe, on franchit l'Albe grâce à une nouvelle passerelle. Le projet de la municipalité s'inscrit dans le cadre de la bande bleue. La commune albigeoise a les pieds dans l'eau également à l'occasion de la fête de la nature. 7 ans que des manifestations sont organisées durant une semaine. Découvrons à cette occasion les Mardelles. Enfin, nous reviendrons sur la manifestation Go Run for Fun, initiée par Ineos. À Sarreguemines, la nuit des musées fait la part belle à des œuvres créées par des écoliers. Tandis que le Sarreguemines Football Club se maintient en CFA2 en battant Forbach. On terminera l'essentiel de la semaine par le formidable mouvement de solidarité pour Freedom. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, la météo restera agréable, sous un ciel changeant alternant entre éclaircies et passages nuageux. Les thermomètres se maintiennent légèrement au-dessus de son cadre saisonnier, avec des minimales de 7 à 11 degrés et des maximales de 19 à 21 degrés. Demain, samedi 23 mai, nous fêtons les Didier. Le soleil nous accompagnera de 5h39 à 21h12. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et vous retrouve dès demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Près de 50% de grévistes dans certains établissements. La mobilisation contre la réforme du collège reste cependant mi-figue, mi-raisin. Le rectorat de l'Académie Nancy-Metz estime à 31% le nombre d'enseignants grévistes. Localement, la tendance était confirmée, mais pas partout. Regardez. Le collège Fulrad reste dans la moyenne académique. Le nombre de grévistes était estimé à 30%. À Sarreguemines toujours, de l'autre côté de la Sarre, le collège du Himmelsberg a vu quant à lui 33% de ses professeurs s'abstenir de venir faire cours. Certains collèges se sont par contre démarqués dans la vigueur du mouvement contestataire. Au collège Jean Jaurès, aucun chiffre n'est communiqué. Toutefois, à 9h, 10 professeurs sur les 23 attendus manquaient à l'appel d'après un décompte interne. À Groß-Bliedersdorf, on frôle aussi le 1 sur 2 avec 48% d'absents au collège Val-de-Sarre. Même constat au collège Douaneau de Sarralbe où la proportion d'enseignants grévistes atteint 50%. Au lendemain de cette manifestation, le gouvernement a décidé d'enfoncer le clou en publiant le décret d'application de sa réforme du collège au journal officiel. Un passage en force juge notamment les syndicats qui ont menacé de perturber les épreuves du brevet des collèges. Des perturbations, il risque d'y en avoir prochainement sur le réseau câblé de l'agglo. La fin de l'analogique a sonné, fin d'une exception puisqu'au niveau national, le passage au numérique a été effectué dès 2011. Explication de Frédéric Schwartz, l'invité de la semaine. Aujourd'hui, une chaîne de télévision analogique mange autant de place que 6 chaînes de télévision numériques. De ce fait, il fallait obligatoirement libérer la place. D'accord. Ça veut dire que Mosaïque va se retrouver alors sur un bouquet TNT. Alors là, il va falloir qu'on explique aux gens ce que ça signifie. Alors, le système aujourd'hui d'exploitation et de diffusion de Mosaïque est toujours encore en analogique. Si on se réfère un petit peu au texte de loi, un programme qui est émis sur un émetteur hertzien doit revenir sur le système COFDM, donc TNT, distribué par Numéricable. Or, Mosaïque n'est pas sur le réseau hertzien, mais n'est que sur le réseau câble. De ce fait, il n'y a pas d'obligation de le basculer en COFDM, donc en numérique.
Et d'après ce que j'ai compris, la communauté d'agglomération, Mosaïque et Numéricable, sont en discussion et on pense que Mosaïque entrera sur le plan TNT. Mosaïque sur la TNT, cela ne signifie pas que vous pourrez capter soudainement la chaîne avec votre antenne hertzienne. Un abonnement à Numéricable reste d'actualité. Néanmoins, si les discussions aboutissent, Mosaïque sera diffusé sur l'offre de base à moins de 30 € par mois. Direction Sarralbe pour continuer. Les travaux autour de la bande bleue se poursuivent. Après la halte fluviale, une passerelle a été installée sur l'Albe. Elle permet aux promeneurs de rejoindre le centre-ville plus facilement. Un projet évalué à 700 000 € et qui bénéficie de 80% de subventions. Le troisième volet de ce projet portera sur l'aménagement des rives de la Sarre. Des rives qui étaient à l'honneur comme tous les milieux humides à l'occasion de la fête de la nature. 7 ans que la municipalité de Sarralbe suit cet événement national en organisant des manifestations durant 10 jours. Cette semaine, des écoliers de Rèche ont ainsi pu découvrir l'univers des Mardelles. Notez que la fête de la nature s'achève ce dimanche 24 mai. Retrouvez le programme sur le site de la ville de Sarralbe dans l'agenda de la rubrique Culture, Sport et Loisirs. Autre événement organisé à Sarralbe et qui a marqué l'actualité sur Mosaïque, c'est la course Go Run for Fun. L'opération a été organisée par l'Éducation nationale, la ville de Sarralbe et l'usine Ineos qui l'a initiée. 1500 enfants ont pris le départ de cette course pour le plaisir et rien d'autre. Extrait. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça se fait sur tous les sites Ineos. Donc ça, c'est pas directement lié à l'usine, si vous voulez. C'est vraiment lié à la vision qu'a notre PDG du sport et des enfants. Les enfants en action également à Sarreguemines à l'occasion de la Nuit des musées et notamment dans le cadre de l'opération La Classe, l'œuvre. Cette année encore, le musée de la faïence de Sarreguemines s'est impliqué pour permettre à des enfants de Moselle-Est d'exposer leurs œuvres. Elles sont visibles sur le site de Sarreguemines jusqu'au 25 mai. Moi, j'ai été souvent bluffée par certaines réalisations, par exemple celle qui se trouve à côté de moi. Qui est une réinterprétation dans la forme de l'œuvre du musée à partir de matériaux de récupération, ce qui est assez symbolique de notre époque, la récupération, le recyclage, et qui donne un résultat extrêmement intéressant. Résultat très intéressant aussi pour les footeux de Sarreguemines. Le Sarreguemines FC s'est imposé 3-4 contre Forbach. Lundi, dans le résumé du match, vous avez pu revivre la liesse d'un commentateur qui voit son club se maintenir en CFA2 lors de l'avant-dernier match de la saison. C'était au stade municipal de Saint-Avold. Carrière contre C'est un scénario qui est identique au match aller. C'est un scénario qui résume bien notre saison. Voilà, il faut toujours qu'on se fasse peur. Content d'avoir gagné, maintenu, là c'est officiel. On va dire que la satisfaction, c'est pas une joie, c'est une satisfaction d'avoir gagné, ne remplace pas les multiples déceptions que j'ai accumulées depuis le mois de janvier. Dernier match de la saison ce samedi à domicile contre le leader de la poule E de CFA2. Rendez-vous à 18 h au stade de la Blise pour le match contre la réserve de l'AJ Auxerre. En bref, revenons sur 2 rendez-vous économiques. D'abord, la visite d'une délégation de Japonais dans les locaux du maître chocolatier Franck Kestener. Le meilleur ouvrier de France a reçu notamment le chef pâtissier et chocolatier Suzumu Koyama et lui a fait visiter ses installations à Sarreguemines. Sachez que Franck Kestener est un habitué du salon du chocolat de Tokyo où il se rend tous les ans. Autre événement économique qui a marqué la semaine, c'est l'Automotive Day. La 4e édition de cette rencontre entre professionnels de l'industrie automobile s'est déroulée à Hambach. L'opération est initiée par la CCI de Lorraine et réunit notamment des constructeurs de rang 1 implantés dans la grande région. Pour terminer cet essentiel de l'info, je vous propose de revenir sur le mouvement de solidarité pour Freedom. Direction Calhausen où une jeune pouliche s'est attirée la sympathie des cavaliers après le décès de sa mère. Une peluche et un cœur gros comme ça vont lui permettre de couler des jours heureux. Regardez. Elle est rentrée depuis 2 jours et elle se porte bien et on s'est battu en mémoire de sa maman déjà d'une chose et d'autre part
pour elle parce qu'on ne pouvait pas concevoir qu'on laisse mourir ou on euthanasie un cheval. Voilà. On essaye de lui ramener au maximum le contact social avec les autres chevaux en ayant sa sœur juste à côté d'elle dans le box et puis une poulinière âgée de l'autre côté. Pour l'instant, elle se renifle de chaque côté du box, mais on ne les a pas encore mis ensemble au pré. Et d'autre part, il faut la nourrir toutes les 2 heures. Elle boit entre 1 litre, 1 litre et demi de lait toutes les 2 heures. Voilà, et bon vent à cette jeune pouliche. Fin de l'essentiel de la semaine, à suivre une semaine d'actualité en Lorraine. Moa, Chip Coiffure, Aesthetic Center, la beauté à prix doux à Sarreguemines. AVS. Notre métier, vous accompagner. Lundi, Mosaïque vous propose un programme spécial. Retrouvez Jacques Bistrot, le spectacle de Detlef Schönauer, en compagnie de Willy Fries et Raymond Collin. Ils étaient sur scène lors du dernier festival du Rede Platt. Près d'1 heure d'humour, en plate, bien sûr. Pour terminer cette émission, nous vous proposons de revenir sur une semaine d'actualité en Lorraine. Prochain journal, mardi 26 mai. Excellente fin de programme et bonne journée à tous. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau d'une semaine en Lorraine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir ce qui a fait l'actualité de notre si belle région Lorraine grâce aux caméras de vos télévisions locales. Avec au sommaire de cette émission, les électriciens aussi peuvent être sans frontières. Nous rencontrerons Pascal sur le départ pour le Népal. La Grande Vallée des Vosges nous ouvrira ses portes et nous présentera ses transformations concernant les économies d'énergie. Et puis découverte, un agriculteur mosellan a mis en place un distributeur automatique pas banal. La 4e édition de la course caritative, la Messine, a encore battu des records. Et enfin, nous continuerons sur notre lancée avec la première édition de la randorientation dans les Vosges. La semaine dernière, nous vous parlions de l'association Medilor et de ses bénévoles dans le médical. Eh bien, sachez que le départ de Medilor a été différé de quelques jours dans l'attente d'accord des autorités népalaises. Le fret et les médicaments sont en attente à Roissy. Parlons maintenant d'une autre association et de ses membres, Électriciens sans frontières. Originaire de Valsbronn, en Moselle-Est, Pascal Young a décidé de partir pour venir en aide aux Népalais et aider à la reconstruction. TV Cristal l'a rencontré pour nous juste avant son départ. Nous sommes samedi 2 mai à Valsbronn. Pascal Young a tout juste terminé de faire son sac à dos. Le jour d'avant, il a reçu la confirmation de son départ pour une mission humanitaire au Népal, après le puissant séisme qui a fait plus de 7000 morts et des milliers de blessés. Membre depuis plusieurs années au sein d'Électriciens sans frontières, Pascal Young rejoint avec un autre bénévole 2 membres de l'association déjà sur place. Il mettra au service son savoir-faire de près de 30 ans en tant que monteur électricien. Alors déjà, notre rôle, nous, on est une association qui ne travaillons pas autonome. C'est-à-dire qu'on est toujours en relation avec d'autres associations, d'autres ONG, comme la Croix-Rouge, qui est souvent sur place, ou Médecins sans frontières, et qui nous demandent des prestations pour électrifier des camps de réfugiés, électrifier soit des hôpitaux, ou remettre simplement de l'électricité quand ils font des recherches de victimes dans des tremblements de terre,
humanitaire comme au Népal. Créé en 1986, Électriciens sans frontières possède 15 délégations régionales. Venu présenter Pascal Dussaucy, délégué régional de l'antenne Lorraine-Champagne-Ardenne, Marcel Nassois a souhaité apporter des dernières précisions avant la première mission de Pascal Young. L'association connaît très bien le Népal grâce à son intervention depuis une dizaine d'années sur le terrain. Dès le séisme, la réactivité a été le mot d'ordre. Nous faisons partie en principe du premier envol qui part vers le lieu, comme là, donc Katmandou. 2 bénévoles d'Électriciens sans frontières sont partis dès le 27 avril, alors que le séisme a eu lieu le 25, dont un Lorrain, mosellan, Didier Hyssen, qui était notre spécialiste lorrain du Népal, puisque nous avons réalisé depuis 2004, l'association Lorraine-Champagne-Ardenne existe depuis 2004, et nous avons fait 13 projets là-bas sur place. En fonction des moyens techniques sur place, le siège national de l'association, basé à Paris, organisera une conférence téléphonique quotidienne avec les bénévoles pour organiser au mieux l'approvisionnement en matériel. Les familles de bénévoles seront aussi informées du déroulement des actions sur le terrain. Samedi après-midi, à quelques heures du départ de Pascal Young, la famille éprouve une grande fierté de voir partir le père en mission humanitaire, même s'il y a une petite appréhension. J'en ai déjà parlé avec ma sœur parce que c'est vrai qu'on est très fiers toutes les deux qu'il puisse partir comme ça, et on a dit qu'il a beaucoup de chance parce que moi aussi plus tard j'aimerais bien faire ce genre de mission par exemple. Et c'est vrai qu'on appréhende toujours le départ et on espère avoir des nouvelles le long des 3 semaines. Avec l'aide de plusieurs partenaires, Électriciens sans frontières prévoit de dépenser près de 200 000 € pour cette mission au Népal. Il reste encore la moitié à financer. Un appel aux dons est donc lancé. Si vous souhaitez soutenir l'association, rendez-vous sur le site internet. L'adresse s'affiche au bas de votre écran. www.électricien-du600-frontières.org. L'électricité au cœur de cette émission avec une question sur laquelle le département des Vosges se penche. Comment faire baisser la facture énergétique pour un industriel comme le géant papetier Norske Skog à Golbey, tout en restant compétitif? Et bien après réflexion, des solutions sont avancées. Cela passerait notamment par les synergies et les mutualisations indispensables. Le site industriel de la Green Valley est un exemple et même précurseur en la matière, comme nous le démontre Vosges Télévisions. L'énergie, un des enjeux majeurs du XXIe siècle, un défi pour l'industrie grosse consommatrice mais qui doit rester compétitive. Ce mercredi, le président de l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, organe de l'État, était de passage dans les Vosges pour une visite chez les papetiers. L'usine du groupe norvégien Norske Skog de Golbey est précurseur dans la transition énergétique. Un bon élève, mais il reste beaucoup à faire en Lorraine. Il faut savoir qu'au niveau national, la consommation énergétique de l'industrie, c'est 20% de la facture. Et en Lorraine, compte tenu d'une particularité d'un tissu industriel déjà assez âgé, c'est 40%. Donc on est presque du double. Donc on voit bien qu'il y a des gains d'efficacité énergétique considérables à faire dans l'industrie. Mais comment faire baisser la facture énergétique? Norske Skog Golbey, premier site en Europe de production de papier dont l'énergie représente le 2e poste de dépense, a donc décidé de jouer collectif avec une chaudière biomasse qui profite aux entreprises réunies sur ce site des industries des écomatériaux, dit de la Green Valley, dont le voisin, le Suisse Pavatex. À la clé des économies de gaz, reste un bémol, il faudra assurer à l'avenir l'approvisionnement de la chaudière en déchets de bois. Norske Skog Golbey ne s'arrête pas là. Sa première chaudière, construite en 1992, va être réhabilitée. On la rénove, on va la remettre en route. Naturellement, ça demande un investissement assez conséquent. On parle de plusieurs millions d'euros, une dizaine de millions d'euros. Donc là, grâce au soutien, encore une fois, des collectivités, de la Caisse de dépôt, la SEM également, cette chaudière, on va pouvoir partager avec nos voisins Michelin, avec un réseau de chaleur futur pour les collectivités locales. Et l'usine
entend réduire de 60% l'émission de ces gaz à effet de serre d'ici 2020 et la moitié du chemin est déjà parcouru. Privé et public travaillent de concert à la transition énergétique dans les Vosges. La SEM, Société d'économie mixte d'Épinal-Golbet, outil de la communauté d'agglomération d'Épinal, qui a initié la Green Valley, en a fait une de ses priorités. Et on voit que ce soit au niveau d'une collectivité, à travers la mise en place d'un réseau de chaleur par exemple, ou à travers ce qui peut se faire ici, une mutualisation de moyens, mutualisation, c'est une fourniture d'énergie à un ensemble d'acteurs, on participe à cette transition énergétique et en même temps on diminue les coûts pour l'industriel et donc on pérennise l'emploi et on peut développer de nouvelles activités. La Green Valley devient ainsi plus attractive encore pour de futurs investisseurs et a reçu récemment le grand prix du jury du Salon national Polytech Entreprise Environnement. Les papetiers vosgiens montrent l'exemple. À Arches, le Finlandais Munchko a ainsi rappelé au président de l'ADEME que le site allait se doter d'une centrale de cogénération dernier cri, usine qui a été aussi la première entreprise lorraine à recevoir une certification ISO qui salue ses performances énergétiques. Mais parlons maintenant des Lorrains qui sont sans aucun doute créatifs mais aussi pragmatiques. La preuve encore avec le reportage qui suit. Un jeune agriculteur mosellan de la région de Dieuze propose en effet depuis quelques mois un distributeur à œufs automatique. Et l'idée cartonne, il faut dire que les œufs sont extra frais et les tarifs imbattables. Une merveilleuse idée pour faciliter l'achat local que nous présente Mirabel TV. C'est un rituel. Avant d'entrer dans le poulailler, c'est lavage de mains obligatoire. Des mesures d'hygiène auxquelles ne déroge jamais Johan Trottmann. Et l'exigence ne s'arrête pas là, car ces 12 500 volatiles bénéficient de conditions d'élevage optimales qui influencent la qualité des œufs produits. Ces poules pondeuses sont dites élevées en plein air. C'est que les poules, elles naviguent, elles peuvent aller faire 120 mètres si elles veulent, faire le tour du bâtiment. Ça posera aucun problème. Après, elles peuvent même sortir dehors. Vous avez une couleur de coquille qui est quand même plus roux. Et ça se ressent, comme je disais, le blanc a peut-être une texture un peu plus consistante. Enfin, c'est plus consistant. Ce matin-là, dans l'exploitation, 11 000 œufs ont été récoltés. Une grande partie part chez un grossiste. Quant au reste, c'est directement chez lui que l'agriculteur vend ses produits. Bonjour, tout se passe bien? Depuis décembre dernier, Johan a investi dans ce distributeur automatique. 2 € la douzaine, 5 € les 30. Des prix très attractifs pour des œufs frais catégorie plein air. Voilà. Et puis on vient de loin, hein, parce qu'on a découvert ça la dernière fois à la chasse et puis on apprécie ça. Qu'est-ce qui vous plaît? C'est pratique et puis c'est frais. Johan vend 16 centimes d'euros l'œuf sur son exploitation, là où un supermarché le cédera entre 19 et 27 centimes. Aucun intermédiaire ni de packaging, le coût est lié uniquement à la qualité du produit. Et c'est vraiment le consommer local, c'est de l'extra frais. Pour concernant les œufs, c'est vraiment l'œuf du jour. C'est pas possible de trouver ça en supermarché. On avait ça quand tout le monde avait ses poules dans le jardin. Un système automatique qui permet aux jeunes agriculteurs de bénéficier d'un point de vente direct sans même jouer les caissiers. Et les clients ne s'y trompent pas. Si on quitte le système de vente traditionnel pour favoriser le drive, c'est bien de bons produits du terroir qui sont déposés dans les casiers chaque matin. Ce n'est pas un peu de pluie qui allait les arrêter pour la 4e édition de la Messine, cette course féminine au profit de la lutte contre le cancer. Plus de 10 000 participantes motivées se sont surpassées pour la bonne cause vendredi matin dans les rues de Metz. Organisée par Courir à Metz Métropole et portée depuis 2012 par Marie-Hélène Comazetto, cette édition avait pour marraine la très grande championne Nina Canto. Reportage Maï-Lorraine. La Messine est née en 2012 sur la place Saint-Louis. Il y avait 1200 inscrites. La deuxième édition, place d'Armes, il y avait 3500 inscrites. Et l'année dernière, on a passé le cap des 6000 en reversant un gros chèque à la Ligue contre le cancer. Et cette année, 10 000 participantes. Et si on avait laissé courir les inscriptions, on serait passé au-delà des 15 000. C'est top
topissime, on s'éclate, il y a une super bonne ambiance. C'est convivial et c'est important de participer à la lutte contre le cancer du sein. Le fait de se mobiliser, ça prouve qu'on n'est pas obligé d'être concerné de près pour pouvoir soutenir les autres en fait. Cette année, le tracé de 6 km, il était vraiment super. On part de la ville, on traverse un peu la ville, ensuite on part sur les espaces verts dans le jardin des Amours. Et il y a eu un moment donné, un passage, on devait passer sous un tunnel et là on a recréé une discothèque. Et c'était le moment vraiment génial parce que on pouvait s'arrêter, danser, repartir. C'était vraiment le temps fort de ce parcours. Le parcours il était super agréable, pas trop compliqué, pas trop de côtes, donc ça pouvait que aller. Un super parcours dans la ville de Metz, franchement des super endroits, en plus de la musique partout, c'était génial. Du monde, la joie malgré la pluie, je pense que voilà, c'est une bonne cause donc faut y aller. J'ai couru avec ma fille, elle marche, et ma petite fille de 12 mois fait la baby, donc on est venus en famille. La mobilisation féminine, elle est très forte. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, elles sont là. Elles sont de bonne humeur, souriantes, avec des étoiles dans les yeux. Elles chantent, elles rient, elles ont dansé sur le parcours. C'était génial. Pour moi, ça a été 6 km de bonheur. Et on termine cette émission dans les Vosges avec la première édition de la randorientation au fort de Sanchay, véritable mélange de courses d'orientation et de randonnée organisée par le club loisir orientation de Sanchay, une discipline qui se pratique souvent dans les écoles et qui se démocratise aujourd'hui auprès des adultes. On compte aujourd'hui 8000 licenciés en France. Vosges Télévisions revient sur cette course qui s'est déroulée dans la bonne humeur. Donc toutes les balises que tu vas aller chercher. D'accord. Sans cultiver, c'est interdit d'aller. Une carte et une boussole, c'est tout ce dont ces sportifs avaient besoin dimanche pour participer à la randorientation. La première du genre dans les Vosges et comme son nom l'indique, elle mélange la randonnée et la course d'orientation. Sur la ligne de départ, au fort de Sanchay, certains semblaient mal engagés. Pas de boussole, pas besoin ? Pas besoin. On verra bien. Comment vous comptez vous débrouiller ? C'est notre testament. Merci d'être venu. Pour une première, c'était bien organisé. Bravo. On compte sur lui. Il sait lire des cartes, Manon. C'est parti. Bonne course. Merci. À tout à l'heure. La course d'orientation se pratique à l'école depuis plusieurs générations, mais depuis quelques années, elle se démocratise aussi chez les adultes qui voient dans ce sport un retour à la nature et un équilibre entre l'effort cérébral et physique. Elle peut être pratiquée à pied, à VTT ou à ski. Le club loisir orientation Sanchay qui organisait l'événement dimanche compte bien tirer profit de cet engouement. L'idée, c'est de démystifier, de démocratiser un peu notre discipline, qui est avant tout une discipline qui se pratique en compétition. Et là, on voulait inviter le sportif du dimanche, le public au sens large du terme, à venir s'essayer à notre discipline. C'est en Scandinavie que la discipline trouve son origine au XIXe siècle en tant qu'exercice militaire. Elle devient par la suite une compétition, d'abord en Suède en 1919 et dans les années 70 en France où elle sera beaucoup pratiquée par les scouts. On compte aujourd'hui 8000 licenciés en France et plus de 250 clubs. Une semaine en Lorraine, c'est déjà terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.